Un drone survole lentement les forêts denses et brumeuses du Périgord noir. La brume matinale s'accroche aux cimes des chênes centenaires, créant un paysage à la fois majestueux et inquiétant. Nous sommes le 14 octobre 2023, au-dessus du domaine de Lignières, une vaste propriété oubliée près de Sarlat-la-Canéda. À l'intérieur du château abandonné, la lumière des lampes torches perce l'obscurité et la poussière accumulée depuis des décennies. Une équipe de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, procède à un inventaire méticuleux. L'air est lourd, chargé d'une odeur de bois humide et de temps arrêté. Chaque meuble est recouvert d'un linceul de toile d'araignée, chaque pas soulève un nuage de particules qui dansent dans les faisceaux lumineux. Léo, un jeune architecte du patrimoine de 28 ans, dirige les opérations avec une concentration quasi religieuse, conscient du poids de l'histoire qui l'entoure. Dans la grande bibliothèque, alors que sa collègue catalogue des ouvrages rongés par l'humidité, Léo passe la main sur une immense étagère en chêne massif. Son geste est machinal, une vérification de routine. Pourtant, quelque chose l'arrête. Un son. En tapotant du bout des doigts une section lambrissée entre deux rayonnages, il perçoit une résonance anormale, un son creux qui détonne avec la pierre massive du reste du mur. « Attends, ça, ce n'est pas normal », murmure-t-il. Intrigués, ils examinent la boiserie de plus près, cherchant un mécanisme, une jointure dissimulée. Après quelques minutes d'effort, une section entière de la bibliothèque pivote sur des gonds rouillés, dans un grincement sinistre. Une ouverture sombre et étroite se révèle, d'où s'échappe violemment une bouffée d'air glacial, une odeur prégnante de terre mouillée et de papier moisi qui les prend à la gorge. Prudemment, Léo dirige le faisceau de sa torche vers l'intérieur. La lumière balaie les murs d'une petite crypte improvisée, à peine plus grande qu'un placard. Au centre de la pièce, trônant sur un fauteuil en velours pourpre presque entièrement décomposé, repose un squelette. Les os, d'une blancheur spectrale, semblent anormalement fins et fragiles. Le regard de Léo est ensuite attiré par une petite table de chevet à côté du fauteuil. Sur celle-ci, posée comme une relique macabre, se trouve un crâne. La mâchoire est prognate à l'extrême, les orbites sont visiblement asymétriques, une malformation choquante qui témoigne d'une souffrance passée. Juste à côté, miraculeusement préservé de l'humidité ambiante, un journal intime relié en cuir sombre attendait. Ce jour-là, en pensant sécuriser un simple monument historique, l'État français a mis au jour un secret de famille si terrible qu'il dépasse l'imagination. L'histoire des De Lignières, une lignée qui, pour préserver la pureté de son sang, a signé sa propre condamnation de la manière la plus tragique qui soit. La nouvelle de la découverte se répand comme une traînée de poudre dans la petite communauté de Sarlat-la-Canéda. En moins de 24 heures, le domaine de Lignières, jusqu'alors simple curiosité locale pour randonneurs égarés, devient le centre d'une intense activité. La gendarmerie nationale boucle le périmètre, interdisant l'accès aux journalistes et aux curieux qui commencent à affluer. L'affaire est immédiatement prise en main au plus haut niveau. Le procureur de la République de Bergerac, conscient de la sensibilité historique et potentiellement criminelle du dossier, mandate une expertise approfondie. C'est dans ce contexte de fébrilité que le docteur Élise Durand, historienne réputée de l'Université de Bordeaux et spécialiste des dynamiques familiales post-révolutionnaires, est dépêchée sur les lieux. Son arrivée est discrète. Au volant de sa voiture, elle observe le balai des véhicules officiels devant le portail rouillé du château, sentant déjà le poids d'un secret qui a attendu plus d'un siècle pour être révélé. Accompagnée par le chef de l'équipe de la DRAC, Élise Durand pénètre dans la bibliothèque. L'atmosphère est encore plus lourde que la veille, imprégnée d'une solennité quasi funéraire. La porte du passage secret est grande ouverte, béante, comme une plaie dans le mur. Les techniciens de l'identification criminelle ont déjà effectué leur prélèvement, laissant derrière eux de petites étiquettes numérotées. Sur une table de travail improvisée, protégée sous une cloche de verre, repose le journal intime. Élise enfile une paire de gants en nitrile avec une lenteur calculée, un rituel qui la prépare à l'immersion. Le cuir de la reliure est froid, presque vivant sous ses doigts. Elle l'ouvre délicatement, redoutant que les pages ne se désagrègent. La première chose qui la frappe est l'écriture, des pleins et des déliés d'une régularité obsessionnelle, une calligraphie parfaite qui semble pourtant vibrer d'une tension sous-jacente, comme si chaque mot avait été gravé dans le papier avec une force démesurée. Les premières lignes qu'elle déchiffre la glacent instantanément, bien plus que l'air froid de la crypte. La date est claire, 1er janvier 1910. L'auteur, qui se présente comme le baron Armand de Lignières, ne commence pas par des considérations météorologiques ou des vœux de nouvelle année, mais par un rappel doctrinal. Année nouvelle, même serment. Le pacte du sang, scellé par nos aïeux en 1794 face à la barbarie régicide, demeure notre unique loi. Le monde extérieur, souillé par le mélange et la médiocrité, ne franchira jamais nos portes. Notre lignée, issue des premiers francs, est un trésor que Dieu nous a confié. Il est de notre devoir sacré de la préserver de toute altération, quand bien même il nous faudrait pour cela défier les lois des hommes et celles de la nature. Élise relève la tête, le souffle court. Ce n'est pas un journal.
C'est un manifeste, la justification théorisée d'une folie qui a traversé les générations, un document qui va bien au-delà de la simple histoire familiale. Elle comprend immédiatement que ce texte est la clé de voûte de toute l'affaire. Les analyses ADN sur les ossements prendront des semaines, mais ce journal peut parler tout de suite. Il faut contextualiser, recouper, vérifier chaque affirmation. Son premier réflexe est de saisir son téléphone. Elle n'a besoin que d'un seul contact, un homme qui connaît le Périgord et ses secrets mieux que personne. Jean-Luc Moreau, l'archiviste départemental à la retraite, une véritable mémoire vivante de la région. Après quelques sonneries, sa voix rocailleuse et familière résonne à l'autre bout du fil. Jean-Luc, c'est Élise, j'ai besoin de toi, domaine de Linières. Un silence, puis un long soupir. Les fous du château, je savais bien qu'un jour ou l'autre, les murs finiraient par parler. Dis-moi tout. Élise sait qu'avec l'aide de Moreau, elle pourra commencer à assembler les pièces du puzzle, à confronter le récit halluciné d'Armand de Linières à la réalité froide des archives, les actes de mariage, les registres de naissance, les rapports de police oubliés. Pendant qu'Élise Durand et Jean-Luc Moreau s'apprêtent à plonger dans le passé sur papier, le présent, lui, s'organise avec une rigueur toute militaire. Le domaine de Linières est désormais une scène de crime potentiel. Le capitaine Mercier, de la section de recherche de la gendarmerie de Bordeaux, a pris la direction des opérations sur le terrain. C'est un homme pragmatique, dont le regard perçant a l'habitude de déceler les mensonges et les incohérences. Pour lui, le journal d'Armand n'est pas une simple relique historique, mais une possible confession. Son équipe travaille en parallèle de celle d'Élise. Tandis qu'elle cherche le pourquoi, eux cherchent le comment. Des relevés topographiques précis du domaine sont effectués, chaque parcelle de terre est examinée. Le capitaine veut comprendre l'étendue de l'isolement des Linières. Y a-t-il d'autres sépultures cachées sur la propriété? Le squelette dans la crypte est-il la seule victime de cette folie familiale? La collaboration entre l'historienne et le gendarme s'installe, un dialogue entre deux mondes, celui de la preuve matérielle et celui de l'interprétation historique. Le lendemain, Élise retrouve Jean-Luc Moreau dans la salle de lecture feutrée des archives départementales de la Dordogne, à Périgueux. L'odeur est ici bien différente de celle du château. C'est un parfum sec de papier ancien et de cire, le parfum de la mémoire officielle. Jean-Luc a déjà préparé une pile de registres reliés, lourds comme des pierres tombales. Il commence par les registres d'état civil de la commune voisine du domaine, remontant jusqu'à la Révolution. Les premières découvertes ne tardent pas. Les actes de mariage des deux Linières forment un cercle presque parfait. Les noms des époux sont invariablement liés à une ou deux autres familles nobles de la région, elles-mêmes déjà apparentées. Mais à partir de 1880, le cercle se resserre encore. Les mariages se font entre cousins germains, puis, comme le laissait entendre le journal, entre oncles et nièces. Sous leurs yeux, l'arbre généalogique se replie sur lui-même, ses branches s'enchevêtrant jusqu'à former un nœud inextricable, une aberration génétique consignée à l'encre noire sur le papier jauni. En croisant les registres de naissance et de décès, le portrait de la tragédie devient encore plus précis, plus clinique. Élise et Jean-Luc relèvent une mortalité infantile anormalement élevée. Des mentions laconiques, mort-né ou décédé au berceau, apparaissent à une fréquence alarmante à côté du nom de Linières. Plusieurs enfants qui survivent aux premières années sont ensuite déclarés décédés avant l'âge de 10 ans, souvent sans cause explicite. Jean-Luc, en tapotant l'une de ces lignes du bout de son doigt, murmure « Il n'allait jamais au village. Jamais à l'église, sauf pour les enterrements. Mon grand-père disait qu'on ne voyait jamais les enfants jouer. Le domaine était comme une forteresse. On savait qu'ils étaient là, mais ils étaient comme des fantômes. Le journal d'Armand parlait d'épreuves divines et de pureté. Les archives, elles, racontent une histoire bien plus crue. Celle d'une hécatombe silencieuse, d'une lignée qui s'éteignait dans la douleur, génération après génération, à l'abri des regards. Pour corroborer ces souvenirs indirects, le capitaine Mercier mandate ses gendarmes pour recueillir les témoignages des plus anciens habitants des hameaux environnants. Beaucoup sont morts, et les mémoires s'effacent. Pourtant, ils finissent par trouver un homme, Marcel Dubois, un agriculteur retraité de 92 ans, dont la ferme jouxte les terres des Linières. Assis dans sa cuisine rustique, l'homme parle d'une voix lente, ses souvenirs semblant remonter d'un lointain passé. Il n'a jamais parlé aux deux Linières, mais il se souvient des histoires de son père. Il raconte comment, enfant, il se cachait pour apercevoir les reclus du château. Il décrit une femme, qu'il pense être Hélène, marchant dans le parc avec une démarche étrange, comme désarticulée, toujours accompagnée d'un homme grand et voûté, probablement Armand. On les appelait les ombres, dit-il. Ils ne sortaient qu'au crépuscule. Mon père nous interdisait de nous approcher de la grille. Il disait que le chagrin avait rendu ces gens-là dangereux. Pas méchants, non, juste brisés. C'est le témoignage de Marcel qui fournit à Élise et Jean-Luc une piste décisive. L'agriculteur se souvient d'une rumeur tenace, une histoire que son père lui avait racontée à propos du vieux docteur du village, le docteur Flaubert, qui aurait tenté d'alerter les autorités dans les années 1920. Poussé par cette nouvelle information, il retourne aux archives, mais cette fois, il ne cherche plus dans l'état civil.
Il fouille les dossiers de la préfecture, les rapports de la gendarmerie de l'époque, les correspondances administratives. Après des heures de recherche fastidieuses, il trouve. C'est une simple lettre, glissée dans un dossier classé « Affaires diverses ». Datée de 1928, elle est signée du docteur Flaubert et adressée au préfet. Le médecin y fait part de sa plus vive inquiétude concernant la santé des enfants de Lignières, décrivant des malformations physiques notables et un état d'exaltation mystique confinant au délire chez les parents. La lettre se termine par un appel à une intervention des services sociaux, un appel qui, manifestement, est resté sans réponse. La lettre du docteur Flaubert est une déflagration. Pour Élise, ce n'est plus seulement une archive, c'est une pièce à conviction. La preuve irréfutable que le drame des Lignières n'a pas été qu'une tragédie privée, confinée derrière les murs du domaine, mais aussi une faillite collective, un abandon institutionnel. L'isolement forcené de la famille n'explique pas tout. Il a été rendu possible par le silence, voire la complaisance, des autorités de l'époque. Le préfet, destinataire de ce cri d'alarme, a-t-il simplement classé l'affaire par déférence pour une vieille famille aristocratique, ou par simple inertie administrative ? Bouleversée, partagée entre l'excitation de la découverte et la colère, Élise photographie le document avec son téléphone et l'envoie immédiatement au capitaine Mercier, avec un message laconique : « Capitaine, nous avons la preuve. » Ils savaient, et ils n'ont rien fait. Elle s'attend à ce que cette révélation redéfinisse les contours de l'enquête, la faisant basculer d'un simple cas médico-légal à un procès posthume de l'administration. La réponse du capitaine Mercier ne tarde pas, mais elle est loin de celle qu'Élise espérait. Il l'appelle quelques minutes plus tard, sa voix est posée, professionnelle, mais dénuée de l'indignation qu'elle ressentait. Docteur Durand, c'est une découverte historique majeure, sans aucun doute. Elle apporte un éclairage crucial sur le contexte. Cependant, je dois vous rappeler le cadre de notre saisine. Nous enquêtons sur un homicide potentiel ou, à tout le moins, sur les causes de la mort d'une personne non identifiée. Les éventuelles négligences administratives datant de 1928 sont, vous vous en doutez, largement prescrites. Élise sent un mur se dresser. Mercier lui explique que le procureur, informé de la découverte, a été très clair. L'enquête doit se concentrer sur les faits matériels, sur la crypte, sur les ossements. Remuer le passé de la préfecture risquerait de politiser l'affaire, de la ralentir et de la détourner de son objectif principal. C'est une fin de non-recevoir polie mais ferme. L'institution se protège, même un siècle plus tard. Accrochée à son téléphone au milieu des archives silencieuses, Élise ressent une profonde frustration. Elle comprend la logique pragmatique du gendarme, la nécessité de borner l'enquête pour la rendre efficace. Mais pour elle, séparer le crime de son contexte, c'est se condamner à n'en comprendre que la surface. C'est ignorer la complicité passive qui a permis à la folie d'Armand de Lignières de prospérer et de détruire sa propre famille. En raccrochant, elle se tourne vers Jean-Luc, qui a suivi la conversation d'une oreille. Le vieil archiviste hoche lentement la tête, un fin sourire désabusé aux lèvres. « Je vous l'avais dit, Élise. L'État n'aime pas qu'on lui rappelle ses manquements. Pour eux, cette lettre est un embarras, pas une preuve. » Loin de la décourager, cet obstacle renforce la détermination de l'historienne. Si la voie officielle se referme, elle et Jean-Luc suivront la piste du docteur Flaubert seul. Ils devront comprendre pourquoi son avertissement a été ignoré, et qui avait intérêt à ce que le secret des Lignières reste enfoui. Leur piste est ténue, mais c'est la seule qui leur reste pour contourner le mur institutionnel. Élise et Jean-Luc décident de concentrer leurs efforts sur la figure du docteur Flaubert. Qui était cet homme ? A-t-il laissé d'autres traces, des journaux personnels, une correspondance privée ? Ils se lancent dans une enquête généalogique minutieuse, une recherche d'aiguilles dans une botte de foin administrative. Ils épluchent les annuaires jaunis, les avis de décès, les actes notariés, tentant de reconstituer la descendance du médecin de campagne. Après 2 jours d'un travail acharné, une lueur d'espoir apparaît. Ils identifient une petite fille, Hélène Flaubert, ironiquement prénommée comme la victime silencieuse du château. Professeure d'histoire à la retraite, elle vit à Bordeaux. Élise sent son cœur s'accélérer. Cette femme pourrait être la mémoire vivante de la conscience de son grand-père, le témoin indirect d'un secret qui a rongé un homme jusqu'à sa tombe. Un simple coup de téléphone pourrait briser près d'un siècle de silence. Pendant que l'histoire cherche ses témoins, la science, elle, fait parler les morts avec une précision glaçante. À l'Institut de recherche génétique de l'INSERM à Bordeaux, le professeur Alain Dubois et son équipe travaillent sur les ossements. Loin de la poussière du Périgord, l'environnement est stérile, clinique. Les os d'Hélène ont été scannés sous toutes leurs coutures, et une reconstitution numérique tridimensionnelle de son squelette et de son crâne flotte désormais sur les écrans haute définition. Le professeur Dubois, un homme à la voix calme et posée, pointe du doigt les anomalies structurelles avec une rigueur chirurgicale. Il ne voit pas une relique du passé, mais un cas d'étude, un témoignage biologique de l'implacable loi de la génétique. Pour lui, le journal d'Armand est une source d'informations subjectives, presque anecdotiques. La vérité, la seule qui soit irréfutable, est inscrite ici, dans la porosité des os et la déformation de la boîte crânienne,
un langage universel que la science peut enfin traduire. Face aux caméras, le professeur Dubois vulgarise ses premières conclusions, et chaque mot qu'il prononce est un clou sur le cercueil de l'idéologie des Linières. Ce que nous voyons ici, explique-t-il en faisant pivoter le crâne virtuel, est un cas d'école de ce que l'on appelle la dépression de consanguinité. Le prognatisme mandibulaire sévère, cette mâchoire proéminente, est célèbrement associé aux Habsbourg d'Espagne, une autre dynastie royale qui a pratiqué l'endogamie à l'extrême. Mais il y a plus. La structure osseuse générale présente les signes d'une ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre. Il marque une pause, laissant le poids de ses mots infusés. La fragilité angélique d'Hélène, décrite par son frère, n'avait rien de poétique. C'était une pathologie douloureuse qui la condamnait à des fractures spontanées. Ses visions mystiques, très probablement des crises d'épilepsie, un autre symptôme neurologique fréquent dans de tels cas. Le pacte du sang n'a pas purifié la lignée. Il l'a empoisonnée. L'affaire commence à fuiter, malgré les efforts de la gendarmerie pour maintenir le secret. Quelques articles prudents paraissent dans la presse régionale, parlant d'une découverte historique au domaine de Linières. C'est suffisant pour attirer l'attention de Simon Vasseur, un journaliste d'investigation indépendant pour le quotidien Astérisque Sud-Ouest Astérisque. Contrairement à ses confrères qui attendent les conférences de presse officielles, Vasseur a une autre méthode. Il connaît le Périgord, ses silences et ses non-dits. Il ne se rend pas au château, mais au café du commerce du village le plus proche. Il écoute les conversations, achète des tournées, pose des questions anodines. C'est là, en parlant à une octogénaire dont la mère avait été femme de ménage occasionnelle chez le docteur Flaubert dans les années 30, qu'il obtient une information que ni les gendarmes ni les historiens n'avaient encore. Une bribe de conversation, un souvenir transmis de mère en fille, mais une information d'une valeur inestimable. La vieille dame, la mémoire hésitante, raconte ce que sa mère lui a souvent répété. Le docteur Flaubert, il en est mort de chagrin. Elle explique que le médecin était hanté par les enfants du château. Il se sentait coupable, non pas d'avoir agi, mais de ne pas avoir été écouté. Sa mère se souvenait l'avoir entendu pester seul dans son bureau, parlant de lâcheté administrative et de déférence criminelle envers un nom. Il aurait même tenté d'alerter l'évêché de Périgueux, espérant que l'autorité morale de l'Église réussirait là où l'autorité civile avait échoué. Mais là aussi, il se serait heurté à un mur de silence. Simon Vasseur note tout, conscient de tenir un fil qui ne mène plus seulement à une tragédie familiale, mais à une faillite morale collective impliquant non seulement la préfecture, mais aussi l'Église. Le secret des Linières était un secret de polichinelle, protégé par une conspiration du silence. L'article de Simon Vasseur, publié en une de l'édition dominicale de Astérisque Sud-Ouest, fait l'effet d'une bombe. Le titre, en lettres capitales, est sans équivoque « Le secret des Linières », quand l'État et l'Église ont laissé mourir des enfants. L'enquête du journaliste, bien que reposant encore sur des témoignages indirects et des rumeurs, tisse un récit accablant. Il met en parallèle le luxe décadent du nom de Linières et la misère physiologique de ses derniers descendants. Il cite les archives de l'état civil, les mariages consanguins, la mortalité infantile. Surtout, il révèle pour la première fois l'existence de la lettre du docteur Flaubert, la présentant non comme une simple archive mais comme la preuve d'une alerte ignorée. Il va plus loin, évoquant l'appel désespéré du médecin à l'évêché, créant une onde de choc qui dépasse le simple fait divers pour devenir une affaire de conscience collective. L'article se propage à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, brisant la chape de plomb que la gendarmerie tentait de maintenir. Le drame des Linières n'est plus un secret de famille, il est devenu un scandale public. À Bordeaux, dans son appartement lumineux du quartier des Chartrons, Hélène Flaubert, 70 ans, lit l'article sur sa tablette, le souffle coupé. Le nom de son grand-père, ce médecin de campagne dont elle gardait le souvenir d'un homme doux mais hanté par un regret indéfinissable, est écrit noir sur blanc. Les enfants du château, l'inertie de la préfecture, le silence de l'évêché. Tout est là, les bribes de conversation surprises dans son enfance, la tristesse inexpliquée de son grand-père, tout prend sens soudainement. C'était donc ça, le fardeau qu'il avait porté jusqu'à sa mort. Ce n'est pas de la curiosité qu'elle ressent, mais un devoir. Un devoir de réhabiliter la mémoire de cet homme juste qui avait tenté de briser le silence. Elle se lève, les mains tremblantes, et se dirige vers le vieux secrétaire en noyer hérité de ses parents. Elle sait ce qu'elle cherche. Elle n'a jamais osé l'ouvrir, par respect pour une douleur qu'elle ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, elle n'a plus le choix. Elle doit parler. Elle ne contacte ni la police, ni les historiens. Elle cherche le numéro de téléphone de la rédaction de Astérisque Sud-Ouest Astérisque et demande à parler à Simon Vasseur. L'appel est transféré à Élise Durand par le journaliste lui-même, qui comprend immédiatement l'importance de ce nouveau témoin. Au téléphone, la voix de la vieille dame est claire et déterminée. Elle confirme tout, l'obsession de son grand-père, son combat solitaire, son désespoir face à l'indifférence des institutions. Mais elle a plus que des souvenirs. Elle a la preuve matérielle. Après sa mort, explique-t-elle à une Élise abasourdie, ma grand-mère a tout conservé dans une boîte en fer blanc. Elle disait que c'était le dossier de sa conscience.
Il y a des copies de ses courriers, des notes personnelles, et autre chose. Des photographies. Un silence s'installe, lourd de sens. Des photographies. L'idée même que des images des enfants de Liniers existent, prises par le seul homme qui est tenté de les sauver, est vertigineuse. C'est le chaînon manquant, la preuve visuelle et irréfutable qui pourrait faire basculer l'enquête bien au-delà de ce que le capitaine Mercier ou le procureur avaient pu imaginer. Ce n'est plus une enquête historique. C'est l'exhumation d'un crime dont les fantômes, soudain, ont un visage. Le rendez-vous est pris pour le lendemain matin. Élise et Jean-Luc font la route de Périgueux à Bordeaux dans un silence quasi religieux, le poids de l'attente pesant sur eux. La conversation téléphonique avec Hélène Flaubert a tout changé. L'enquête est sortie du domaine des archives et de la science forensique pour entrer dans celui de la mémoire vivante, de la preuve intime et humaine. Pour Élise, l'excitation intellectuelle est désormais mêlée à une forme d'appréhension. Elle va bientôt poser les yeux sur ce que le grand-père de cette femme a vu, sur la réalité brute que le journal d'Armand de Liniers a tenté de transfigurer par les mots. Ce ne sont plus des lignes dans un registre ou des anomalies sur un squelette qu'il s'apprête à découvrir, mais potentiellement des visages, des regards, une souffrance qui attend d'être reconnue depuis près d'un siècle. La boîte en fer blanc promise par Hélène Flaubert n'est pas une simple collection de souvenirs. C'est une capsule temporelle, une bombe à retardement dont l'explosion pourrait bien faire voler en éclats le déni institutionnel. L'appartement d'Hélène Flaubert est à l'image de sa propriétaire, sobre, élégant, chargé d'une histoire discrète. La vieille dame les accueille avec une gravité solennelle. Elle n'est pas émotive, mais sa résolution est palpable, comme si elle accomplissait un devoir longtemps repoussé. Sur la table du salon, la fameuse boîte est posée. Une simple boîte en fer blanc, rouillée sur les bords, portant une étiquette jaunie écrite à la plume. Liniers, ma conscience. Le geste d'Hélène est lent lorsqu'elle en soulève le couvercle. L'objet ne contient pas seulement des papiers. Il y a les copies carbone des lettres envoyées au préfet et à l'évêché, des notes griffonnées sur des ordonnanciers décrivant des visites clandestines au domaine, des supplications pour que les parents fassent examiner les enfants. Et puis, au fond, enveloppées dans un tissu de velours noir, plusieurs plaques de verre photographiques. Mon grand-père était passionné de photographie, dit simplement Hélène Flaubert. C'était sa façon de documenter, de prouver. Il disait que les mots peuvent être ignorés, mais que l'image force le regard. Élise enfile ses gants et sort une première plaque, la soulevant délicatement face à la lumière de la fenêtre. Le souffle lui manque, le premier cliché est insoutenable. Il montre un jeune garçon d'environ 8 ans, au regard vide, assis sur une chaise. Son corps est frêle, mais c'est son crâne qui choque. Il présente une hydrocéphalie évidente, une tête démesurément large qui pèse sur son cou mince. Une autre plaque révèle une adolescente, probablement Hélène de Liniers elle-même, debout dans le parc du château. Sa mâchoire prognate est encore plus prononcée que ce que le squelette laissait deviner, et l'un de ses bras est maintenu en écharpe, une fracture probable, confirmant la thèse de la maladie des os de verre. Sur chaque visage, la même expression d'hébétude, un vide étrange. Ce ne sont plus les monstres de légende ou les anges mystiques du journal d'Armand. Ce sont des enfants malades, visiblement atteints de multiples tares génétiques, piégés dans une prison de chair et d'idéologie. La preuve est là, absolue, terrible. La première réaction d'Élise n'est pas de savourer une victoire académique, mais de partager. Avec l'accord d'Hélène Flaubert, elle photographie les plaques avec son téléphone et les envoie simultanément à Simon Vasseur et au capitaine Mercier. La réaction du journaliste est immédiate. Un simple coup de fil, la voix chargée d'une fureur contenue. Ceci change tout. Le procureur ne pourra plus se cacher derrière la prescription. C'est une non-assistance à personne en danger à l'échelle d'une génération. L'appel au capitaine Mercier est différent. Un long silence accueille les images, puis la voix du gendarme, plus grave que jamais. « Docteur Durand, je vous demande de ne rien divulguer pour l'instant. Amenez-moi ces originaux, immédiatement. » Le ton a changé. Il n'est plus question de cadre d'enquête ou de procédure. La pression médiatique, maintenant armée d'images insoutenables, devient un tsunami que l'institution ne peut plus contenir. L'affaire des Liniers n'est plus une affaire judiciaire, c'est devenu un référendum sur la conscience d'une nation. Le moment est venu. Dans le silence du bureau improvisé au château, sous la lumière crue d'une lampe de chantier, Élise Durand tourne les dernières pages du journal d'Armand. Sa respiration est suspendue. La calligraphie, autrefois si régulière, est devenue erratique, presque frénétique, les lettres s'écrasant les unes contre les autres comme si la main qui les traçait était secouée de tremblements. L'encre a bavé par endroits, peut-être à cause de larmes, ou plus probablement d'une exaltation incontrôlable. Les dernières entrées ne sont plus datées. Le temps n'existe plus. Armand ne décrit plus la souffrance d'Hélène comme une épreuve, mais comme une apothéose. Il parle de sa peau qui devient translucide comme l'albâtre des gisants, de ses os qui se brisent au moindre contact comme des reliques trop sacrées pour ce monde. Il ne la voit plus souffrir, il la voit se dépouiller de son enveloppe charnelle, s'élever vers un état de pureté absolue, une métamorphose qu'il a orchestrée avec une dévotion terrifiante. C'est le récit d'un homme qui assiste non pas à une mort, mais à une ascension. Puis vient la dernière page, quelques lignes isolées au centre du papier jauni.
Élise lit à voix haute, sa propre voix se brisant sous le poids des mots. Elle ne parle plus, elle n'en a plus besoin. Son silence est la parole de Dieu. Ses yeux ne voient plus notre monde souillé, mais l'éternité de notre lignée. Ce matin, le dernier souffle a quitté son corps. Ce n'était pas une plainte, mais un hymne, un blanc. Puis la phrase finale, écrite avec une application glaçante, comme une épitaphe gravée dans le marbre de sa folie. Son visage s'est brisé, oui, mais c'est pour laisser passer la lumière de notre sang. Elle est enfin pure, parfaite, éternelle. Élise relève la tête, les yeux embués, non de tristesse, mais d'horreur. Le choc est total, ce n'est pas le journal d'un bourreau qui regrette, ni même celui d'un homme qui a perdu la raison. C'est le manifeste d'un prophète qui a réussi son sacrifice. La destruction physique d'Hélène n'était pas un échec, c'était le but ultime, la preuve irréfutable de leur supériorité spirituelle. Élise referme le journal d'un geste lent, presque mécanique. Le son du cuir heurtant le cuir résonne dans la pièce comme un coup de feu. Le silence qui suit est assourdissant. Tout s'éclaire d'une lumière crue et insoutenable. Le pacte du sang n'était pas destiné à préserver la vie, mais à la transcender par l'anéantissement. Dans l'esprit dément d'Armand, la consanguinité n'était pas une cause de déchéance, mais un outil alchimique, un creuset destiné à brûler les impuretés de la chair pour ne laisser qu'une essence pure, une lignée si parfaite qu'elle ne pouvait plus appartenir au monde des vivants. La crypte n'était pas une tombe, c'était un reliquaire. Hélène n'était pas une victime, mais une sainte martyre de sa propre race. À cet instant, l'historienne comprend la portée de l'aliénation des Lignières. Ils n'ont pas échoué à préserver leur famille. Ils ont réussi à la détruire, et c'était là leur plus grande, leur plus monstrueuse victoire. La révélation finale, amplifiée par la publication des photographies insoutenables dans la presse nationale, provoque une onde de choc qui secoue la France bien au-delà des frontières du Périgord. L'affaire des Lignières devient un phénomène de société, un miroir tendu à une nation confrontée à ses propres fantômes. Sur les plateaux de télévision, dans les éditoriaux des journaux, le débat fait rage. Il ne s'agit plus seulement d'un fait divers macabre, mais d'une allégorie glaçante des dérives de l'élitisme, du poids des secrets de famille et de la faillite des institutions face à une aristocratie considérée comme intouchable. Le silence de la préfecture et de l'évêché un siècle plus tôt est réexaminé à l'aune des valeurs contemporaines, et le verdict est sans appel, une culpabilité morale collective. L'histoire des Lignières force le pays à s'interroger sur ces zones grises où le respect d'un nom et d'une tradition a pu servir de paravent à l'horreur, transformant un drame privé en une cicatrice sur la conscience nationale. Face à l'émotion et à la pression publique, les autorités agissent. Les restes d'Hélène, ainsi que ceux de 3 autres enfants découverts lors de fouilles plus approfondies dans une partie abandonnée du cimetière du domaine, reçoivent enfin une sépulture digne lors d'une cérémonie sobre mais chargée de symboles, en présence des descendants du docteur Flaubert. Le domaine de Lignières, trop lourd de son passé pour être simplement réhabilité ou vendu, est classé et transformé. Une partie devient un lieu de mémoire, un mémorial dédié aux enfants victimes de l'enfermement et des idéologies extrémistes. Sur le plan législatif, l'affaire inspire un projet de loi, rapidement surnommé la « loi Hélène », visant à renforcer l'obligation de signalement pour les professionnels de santé et les services sociaux face à des situations d'isolement manifeste, afin que l'appel d'un médecin courageux ne reste plus jamais lettre morte. Le drame des Lignières, sorti de terre par hasard, a ainsi forcé la société à s'assurer qu'un tel secret ne puisse plus jamais être enterré. L'histoire des Lignières nous rappelle de manière brutale comment une idéologie, poussée à son extrême, peut se transformer en une prison mortelle, et comment le silence peut devenir le complice des pires atrocités. Le pacte du sang a scellé leur destin, mais c'est la mémoire collective qui leur offre aujourd'hui une forme de justice. Si cette enquête au cœur des ténèbres de l'histoire de France vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des secrets les mieux gardés. Et pour comprendre comment ces mécanismes d'isolement peuvent exister encore aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir notre documentaire sur l'affaire des reclus de Montflanquin, une histoire contemporaine qui fait froidement écho à celle du domaine de Lignières.